À 6850 km de Paris, en pleine mer des Caraïbes, voici le Germinal. Cette frégate est l'un des fleurons de l'armée française dans la guerre invisible qu'elle mène aux narcotrafiquants d'Amérique du Sud. Ce matin, le navire croise à quelques milles des côtes de la Colombie. Une intervention est imminente. À bord, en plus des membres d'équipage, une dizaine de commandos marines. Vincent, leur capitaine, donne ses dernières instructions. Ok les gars, donc là on part sur une inter au niveau un petit peu plus à l'est là, de notre position, à une distance d'environ une dizaine de nautiques. Pour le client, c'est un probable go fast. On n'a pas le nombre de personnes à bord, mais probablement chargé cocaïne, mais ça, ce sera à nous de définir. Un bateau est soupçonné de transporter de la drogue en direction de la Martinique. Ces marins ultra armés vont devoir l'intercepter au plus vite. Le capitaine du navire, le commandant Fang, prend lui-même la tête des opérations. Nous nous situons à quelques centaines de kilomètres au nord de la Colombie. Nous essayons d'attaquer les flux primaires, puisque nous sommes au large des pays producteurs de drogue. Et donc ces pays-là vont envoyer leurs mobiles vers les différentes îles, et ensuite ça va partir en Europe et ailleurs, aux États-Unis, etc. Et donc l'objectif, c'est d'attaquer à la source en haute mer. Il faut avoir de la chance, il faut avoir de l'audace tactique, et dès que l'opportunité se présente, il faut que tout fonctionne pour pouvoir accomplir la mission jusqu'au bout. Les commandos ne sont pas les seuls sur le pont. Cet hélicoptère Panthère est un maillon essentiel pour localiser avec précision l'embarcation suspecte. C'est lui qui va guider précisément les forces spéciales jusqu'au lieu de l'interception. Les narcotrafiquants ne sont qu'à quelques milles nautiques. Toujours en route à Viao 132, Régalino, Boraltif à 11h pour 21 nœuds, roulez 1.5 Tangas 05, vous avez le vert décollage. Alors que l'hélicoptère se dirige vers sa cible, il est temps pour le capitaine Vincent et ses 10 hommes d'embarquer sur le Zodiac. Lancés à plus de 60 km/h, ce sont eux qui vont se charger de l'abordage. Leurs ennemis peuvent être armés. Alors, ils partent toujours avec fusil d'assaut, gilet pare-balles et tenue de camouflage. Au total, 25 kilos d'armement sur le dos. L'opération est dangereuse et doit être parfaitement orchestrée. Leur atout, l'effet de surprise et la rapidité. L'hélicoptère vient de repérer l'embarcation et met en joue l'équipage. Lancés à pleine vitesse, les commandos fondent sur le bateau suspect et le rattrapent en moins de 10 minutes. Ces occupants n'ont pas eu le temps de réagir. Cette intervention impressionnante est en fait un entraînement. Ces militaires s'exercent au quotidien en conditions réelles. Chaque opération doit être réglée au millimètre et coordonnée à la seconde près. Car vous allez le voir, les trafiquants de la mer des Caraïbes sont parmi les plus aguerris au monde et souvent prêts à tout pour échapper aux forces spéciales. Comme en 2019, lors de cette opération filmée par les militaires eux-mêmes. Ce jour-là, ils sont à la poursuite d'un go fast. En réalité, un petit bateau de pêcheurs alimenté par un moteur surpuissant, capable de traverser en une seule nuit la mer des Caraïbes, tout en passant inaperçu. Mais cette fois-ci, les trafiquants de drogue ont attiré l'attention des marins du Germinal. Malgré le survol de l'hélicoptère et les commandos à ses trousses, l'équipage ne semble pas disposé à couper les gaz.
et tentent même de prendre la fuite. Alors les tireurs d'élite équipés de fusils de précision ouvrent le feu. Trois tirs de sommation à quelques mètres seulement de l'avant du bateau. Loin d'être un coup d'épée dans l'eau, le résultat est immédiat. En quelques secondes, les commandos prennent possession du bateau. Les passeurs sont arrêtés. Comme à chaque opération, lorsque de la drogue est découverte, l'embarcation est escortée jusqu'à la base de l'armée la plus proche. Ce 31 janvier 2022, c'est à Fort-de-France, le plus grand port de Martinique. La mission des militaires s'arrête là. Ce sont désormais les policiers de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, qui prennent le relais dans le cadre d'une enquête judiciaire. Ce jour-là, une belle prise. 20 ballots de cocaïne, soit près de 680 kilos. Environ 47 millions d'euros si le chargement avait été revendu au détail. Une goutte d'eau pour les parrains de la drogue en Amérique du Sud, une victoire de plus pour les forces spéciales, engagées dans une guerre quotidienne face à l'explosion du narcotrafic dans les Antilles. Eau turquoise, plage paradisiaque, nature luxuriante, la mer des Antilles, un petit paradis pour touristes. Mais aussi pour les plus gros trafiquants de drogue de la planète. Ce vaste archipel de 44 îles est réparti entre la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et l'océan Atlantique. Un carrefour stratégique situé sur la plus grande autoroute de la drogue au monde. La cocaïne, en provenance de Colombie et du Venezuela, y transite avant d'être redistribuée vers les États-Unis et l'Europe. En plein cœur du trafic, les îles françaises de la Martinique et de la Guadeloupe. Depuis quelques années, elles sont le théâtre d'une étonnante bataille navale. Pour la mener, l'armée française a déployé 2 navires de guerre. Depuis 2 heures, notre hélicoptère tourne pour essayer de détecter un contact transmis par un renseignement américain. Le Germinal et le Ventose. Ça peut être des opérations dangereuses, c'est pour ça que de toute façon on est équipé et entraîné pour. De manière exceptionnelle, nous avons pu y embarquer pendant près d'1 an, afin de découvrir les secrets de la chasse aux narcotrafiquants. On a reçu un renseignement avec un possible départ de GoFast à 11h du matin. Dans la ligne de mire de ces militaires surentraînés, les GoFast. Je vois pas mal de trucs, ils sont à l'arrêt. Ok. 3, 4, 5, 6, 7 packs. Ouais. Et Gourka Harpoon, je confirme, 7 packs, nombreux bidons d'essence présents à bord de l'embarcation. Loin du cliché de puissants hors-bord, vous allez découvrir qu'il s'agit souvent de petits bateaux de pêche, très difficiles à repérer dans l'immensité. C'est la partie purement tactique de dire je déplace un pion là, je déplace un pion à gauche ou à droite pour pouvoir mieux me placer et essayer d'aller chercher au bon endroit. Force spéciale, hélicoptère de combat. Il faut engager toute une armada et mener une traque de plusieurs jours pour les intercepter. L'hélicoptère est toujours en l'air, il va revenir, il va ravitailler et puis après on envoie de la cavalerie. Avec à la clé des découvertes de cannabis et de cocaïne impressionnantes. Nous en sommes à bientôt 100 ballots sortis, 100 ballots de cocaïne pour un transfert vers le Germinal. Mais aux Antilles, la lutte anti-drogue ne se joue pas qu'en mer. Nous avons également pu suivre le travail des policiers de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. Il y a une grosse vingtaine d'hommes de visibles. Il y a la partie visible du dispositif et évidemment, on prend d'autres précautions, d'autres sécurités tout au long du cheminement. Leurs saisies de drogue ont doublé depuis 2020.
Donc c'est thermosoudé surtout pour ne pas prendre l'humidité. Il y a une véritable montée en puissance du trafic de cocaïne. On est sur une augmentation qui est lancinante depuis quelques années, où les producteurs cherchent à conquérir de plus en plus de nouveaux marchés. Parmi les phénomènes inquiétants, l'augmentation du nombre des mules. Ces jeunes filles qui risquent leur vie pour transporter la drogue par avion jusqu'en métropole. C'est des préservatifs. C'est emballé dans du latex. Le latex est perméable à la cocaïne, donc ça veut dire que si effectivement le latex pète et que le corps se retrouve au niveau des muqueuses au contact de la cocaïne, oui, forcément, elles peuvent en mourir. Ouais. Bien sûr, elles peuvent faire une overdose. Si la France mène une bataille antidrogue sans merci dans les Caraïbes, c'est pour éviter que ces substances illégales inondent la métropole, mais aussi pour tenter d'enrayer l'explosion de la consommation locale. Comme ce qui me fait arrêter, la mort. Tant que je pourrais le faire, je le ferai. En Guadeloupe, vous allez découvrir que des quartiers entiers ont été mis en coupe réglée par des gangs de dealers de crack qui font régner la terreur. Ça, j'aime ça, moi. Moi, c'est ça. Moi, j'aime ça, moi. J'éradique un putain de quartier. À moi, tout ça. Nous avons pu infiltrer l'une de ces bandes qui règne en maître sur une cité de Pointe-à-Pitre, au surnom évocateur. Zombieland. Parce que là, c'est les zombies. Quand tu fumes ça, tu deviens zombie. La craque. Des petits caïds jusqu'au réseau très organisé du trafic international. Enquête sur cette guerre invisible contre les narcos sur la nouvelle autoroute de la poudre blanche. Quand le Germinal est à quai, c'est son frère jumeau le Ventose qui prend la mer. Parti depuis une semaine, le navire croise dans la mer des Antilles pour cette nouvelle mission. Rien à l'horizon pour le moment. Mais pour Stan, l'un des surveillants de la frégate, il faut ouvrir l'œil. Pendant son tour de garde, un bateau suspect peut surgir à tout moment. Donc là, mon rôle actuellement, c'est veilleur. Veilleur, c'est une fonction primordiale du bâtiment, ce qui permet en fait d'assurer la sécurité nautique, visuelle, humaine du bateau. Je suis seul, donc je suis censé faire les 360 degrés du bâtiment. Donc ça veut dire que je suis un électron libre et je peux passer bâbord, tribord, sur l'arrière, afin de détecter tout ce qui peut être détecté visuellement par l'œil humain. Si on veut parler vraiment narcotrafic pur, c'est surtout si jamais l'embarcation, le bateau, le voilier n'a pas de pavillon. Donc ça peut déjà établir un premier contact par VHF. C'est ce qui permet d'établir un premier contact. Comme Stan, tous les marins restent en alerte permanente. Surtout les hommes du détachement de commando, membres des forces spéciales de la marine. Ces 10 jeunes gens, triés sur le volet, sont âgés de 20 à 30 ans. Ils sont recrutés pour leur incroyable résistance physique et leur adresse au tir. Parmi eux, Jérémy. C'est sa première mission à bord du Ventose. Exercice du jour, visé dans le mille, malgré les mouvements du bateau. Il y a l'ensemble des opérateurs là, qui sont en train d'installer des cibles perpendiculaires à la plateforme hélicoptère qui vont permettre d'avoir des tirs de précision et de réglage lors de cette séance de tir. Du fait des mouvements de plateforme, il faut savoir se positionner et être bien stable lors du geste technique du tir. Interdiction de circuler, plage arrière et PLH, tir en cours. Les commandos apprennent à tirer avec tous les types d'armes. Ils doivent savoir répliquer en toutes circonstances en cas de riposte des narcotrafiquants. Celle-ci, on l'emporte parce qu'on possède un gabarit d'armes qui est très, très court, facile à manœuvrer, donc facilement utilisable à bord d'une embarcation qui bouge, avec laser et lampes qui nous permettent d'intervenir de nuit. Bah, je suis vachement bas là. Ouais, mais c'est parce que t'étais réglé à 25 de base, non? Ouais. Retire 2 Z.
Ah ouais. C'est bon. C'est juste que vu que c'est réglé à 25, c'est normal que ça ne fait pas. On a envie de trouver et de mettre l'essentiel, la finalité de tout cet entraînement, cette montée en puissance du groupe dans le milieu maritime et de réussir à intervenir sur des narcotrafiquants. Des exercices quotidiens qui leur permettent d'être opérationnels à tout moment. Et justement, dans les coursives, les officiers s'activent. Un radar vient de repérer une embarcation qu'ils connaissent bien. On appelle ça une tapouille, un bateau de pêche traditionnel des Antilles. Mais celui-ci navigue bien trop loin des côtes, au goût du commandant Quentin Vieux-Rochas. Il décide de le prendre en filature. C'est vraiment le cas typique du bateau qui vient d'une zone en provenance des pays de production, qui va dans les zones de transbordement qu'on connaît, route vitesse, type de bateau, tout est hyper cohérent, quoi. Depuis 1 heure, on reconstruit toute la manœuvre en s'arrangeant pour positionner le bateau de façon à ce que le raid de l'embarcation soit favorable, et tout en restant discret. Et là, on arrive à un truc qui est pas mal, là, où on va effectivement être bien positionné. Et ça devrait aller assez vite. Décision est prise d'arraisonner la tapouille suspecte. Dans le ventre du bateau, les commandos sont prêts en seulement quelques minutes. Pour Jérémy, c'est une première intervention qui se profile. Il va enfin pouvoir faire ses preuves. On est réellement dans notre cœur de métier, parce qu'on est dans une opération d'action au large, où tout se passe en haute mer, et c'est bien la spécificité des commandos marines d'intervenir dans ce cadre-là, en étant le dernier échelon de mise en œuvre pour aller se saisir de la cargaison de drogue. Ça peut être des opérations dangereuses, c'est pour ça que de toute façon on est équipé et entraîné pour. Concentré et déterminé, Jérémy sait qu'il va risquer sa vie ce soir, en pleine nuit, avec ses camarades. Pendant ce temps, dans la salle des opérations, les radars sont braqués sur la cible, qui reste pour l'instant invisible. Le commandant attend le bon moment pour sonner le branle-bas de combat et déclencher les forces spéciales. On se voit tous au radar, on s'entend tous. Voilà, c'est... Et on va pas tarder à le voir. Ce bateau, le voici. L'hélicoptère est déjà en train de le survoler. On peut le survoler. Allez, si possible, on est preneur du flash. Reçu. La tapouille, sous pavillon du Venezuela, navigue tout feu éteint. Un indice suspect de plus pour les officiers du Ventose. Mais problème, l'hélicoptère est maintenant repéré. Le risque, c'est que les trafiquants ne jettent par-dessus bord leur embarrassante cargaison. Comme cela s'est passé il y a quelques semaines, lors d'une précédente opération. Il drop pas mal de trucs, ils sont à l'arrêt. Ok. Hydraulique de vision. Stand-by. Hydraulique de vision. Stand-by flow. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7 packs. Ouais. Et Lourd Carrefour, je confirme, 7 packs. Nombreux bidons d'essence présents à bord de l'embarcation. Pax neutre se rassemble sur l'avant. Les trafiquants le savent, sans drogue saisie, impossible pour l'État français de les poursuivre en justice. C'est une preuve essentielle pour matérialiser le trafic. On se dirige vers le client pour prise en compte du client. Alors ils n'hésitent pas à sacrifier des milliers, voire des millions d'euros pour s'éviter de longues peines de prison. Je break. Pour éviter un tel scénario, les commandos interviennent donc au plus vite. Deux packs jets de monter à bord. Ah, on peut faire des masquages, Ce soir-là, la mer est très agitée. L'abordage s'annonce plus que sportif, surtout avec 25 kilos d'armement sur le dos. En pleine nuit, si un homme tombe à l'eau, il est presque impossible de le sauver.
Malgré tout, les commandos investissent la tapouille en quelques minutes. Et là, mauvaise surprise. Donc on confirme client sécurisé, et petit pack à bord, palpation en cours. Poudre sur les hauteurs bâbord, sous la timonerie, il y a une sorte de trappe ou de porte qui est ouverte. Arrive-t-il trop tard? À son poste, le commandant Vieux Rochas ne rate pas une seconde de la manœuvre. Tout repose sur le flair de ses 10 hommes. Actuellement, la cale est en train d'être fouillée. Ouais, tout feu éteint, pas d'AIS. Non mais putain, c'est pas possible qu'ils trouvent pas quoi. Il va falloir qu'ils se tirent les doigts là. Hein. Tu sais, je sors la découpeuse meuleuse tronçonneuse quoi, mais... Après un quart d'heure de fouilles minutieuses, toujours rien. Le commandant commence à douter. En tout cas, bon, encore une fois, c'est-à-dire que clairement, c'est pas posé quelque part en évidence. Ouais. S'il ne découvre pas la moindre trace de drogue apparente, le commandant devra laisser repartir le bateau et son équipage. Mais ce navire vénézuélien qui navigue tout feu éteint sans pavillon l'intrigue. Alors il s'impatiente. Elle te demande par ailleurs un point de situation sur la fouille du bâtiment. Ultime vérification. Fouille complète du bâtiment réalisée, rien à signaler pour l'instant. Toujours aucune trace de poudre blanche. Le commandant désespère. S'il y a une cachette, elle reste introuvable. Compliqué cette affaire encore. C'est sûr qu'il n'est pas clair, mais bon, faut arriver à le démasquer. On n'arrive pas à trouver, ça agace, ouais. Ça c'est clair. Ouais. Après, voilà, c'est aussi le jeu. Hein. On est sur des volumes qui sont toujours très importants. Donc évidemment, les précautions sont prises à la hauteur des sommes engagées, des volumes engagés. C'est des organisations qui ont les moyens de vraiment nous déjouer. Ce soir, le commandant a, semble-t-il, perdu la partie. Heureusement, parfois, il arrive à déjouer les plans de ces trafiquants jamais en manque d'imagination. Comme il y a quelques mois, sur ce voilier rapatrié à Fort-de-France, en Martinique. La marine a déjà pu dénicher 17 pains de cocaïne lors d'une première fouille en mer. Différemment, on a un accès. Mais une fois au port, les militaires soupçonnent l'équipage de dissimuler une cargaison bien plus importante. L'OFAST obtient alors une autorisation de fouille destructrice qui lui permet de désosser entièrement le bateau. Chaque recoin est passé au peigne fin. De la proue à la poupe, 210 kilos de stupéfiants sont découverts. Ils étaient reliés par ce genre de ficelle. Répartis dans de multiples cachettes. Une fois confisquée aux narcotrafiquants, la drogue saisie est systématiquement confiée à l'Office anti-stupéfiants. Elle est stockée dans un endroit secret et sécurisé que l'OFAST a consenti à nous dévoiler. Les quantités sont impressionnantes. Voilà, on arrive dans un endroit qui est confidentiel et qui sert à stocker les produits stupéfiants saisis très provisoirement avant leur destruction. On a du mal à refermer, c'est pour ça qu'on détruit régulièrement en fait. Aussi. C'est de la cocaïne qui est issue d'un voilier qui repartait en métropole. Il y a un pain d'1 kilo. Donc c'est thermosoudé surtout pour ne pas prendre l'humidité. Il y a une véritable montée en puissance du trafic de cocaïne. On est sur une augmentation qui est lancinante depuis quelques années et où les producteurs cherchent à conquérir de plus en plus de nouveaux marchés. Et on se trouve dans un endroit où il y a une possibilité réelle de faire venir des quantités importantes vers l'Europe et vers la métropole, vers le continent. À l'achat en Guyane, on est autour de 3 000 à 4 000. En Guadeloupe, c'est autour des 6 000 à 7 000 avant le Covid.
Et en métropole, on est à 25 000 à peu près à la vente. Mais là, en pur, après, c'est tellement démultiplié parce que dans 1 gramme de coke qui va être sniffé dans une boîte de nuit, il y a 90% de calcium ou de lait pour bébé. Donc là, ça peut être multiplié par 10 encore. C'est hallucinant les quantités qui gravitent sur les Caraïbes. À la dose, on est encore sur d'autres calculs et les profits sont bien supérieurs pour les trafiquants. Une promesse de super profit qui stimule en permanence l'imagination des réseaux criminels. Ils inventent sans cesse de nouvelles astuces pour faire passer la drogue vers la France. Tous les moyens étaient bons pour envoyer en métropole de la cocaïne. Donc on a eu une période où on avait les bouteilles de rhum qui étaient mélangées avec de l'ammoniac direct ou même complètement qu'avec du rhum, qu'avec de la cocaïne. On a eu des cubis remplis de cocaïne. On a eu des PlayStation. On a eu des périodes avec des fruits, des légumes, des poissons congelés remplis de cocaïne. On a eu tout ce qu'on peut mettre dans les bagages pour donner à un cousin ou est-ce que tu peux m'envoyer ça, donner ça à un cousin à moi en métropole. Tous les moyens sont bons pour monter de la cocaïne chez nous en métropole. Impossible de savoir quelle quantité de drogue transite chaque année par les Caraïbes et passe à travers les mailles du filet. En 2022, l'armée a saisi 9 tonnes de cocaïne et 16 tonnes de cannabis dans la mer des Antilles. Il faut y ajouter environ 3 tonnes de drogues diverses, comme l'héroïne ou les méthamphétamines. Des saisies en hausse depuis 2 ans, notamment grâce à l'équipage du Germinal, qui a établi un record il y a quelques mois. En Martinique, sur le port militaire de Fort-Saint-Louis, comme 2 fois par an, le Germinal s'apprête à reprendre la mer pour 1 mois et demi de mission. Après avoir servi au Moyen-Orient, ce monstre d'acier de 2609 tonnes a été mis au service des forces armées des Antilles en 2011. À bord, une centaine de marins, pour la plupart des hommes et des femmes aguerris et surentraînés, à l'exercice plusieurs fois par jour. Ils sont tous bien décidés à en découdre avec les barons de la drogue. L'un des plus motivés règne sur la passerelle supérieure. Communication de la passerelle, dans 10 minutes, nous rappellerons les équipes de mise à l'eau de l'Etraco. C'est le capitaine de frégate Fang, 42 ans. Ancien plongeur des mineurs, après toute une carrière dans la marine, il commande la frégate depuis 1 an et demi. Donc la passerelle, tout commence à s'activer de là, puisque c'est là, ce sont les yeux en fait de notre ville flottante. Alors de manière générale, c'est 4 personnes en situation courante, et dès qu'on va passer à des opérations plus complexes, vous allez avoir différents types de renforts. Des renforts au niveau de la veille optique, des renforts pour aider le chef du quart à gérer toutes les actions complexes, et également du personnel pour surveiller les barreurs, parce que ce genre d'opération peut durer quand même très longtemps, plusieurs heures d'affilée. Il faut pouvoir assurer les différentes relèves. Parmi ces hommes, 2 jeunes recrues, comme Mallory. À tout juste 18 ans, c'est le plus jeune matelot de l'équipage. Assistant navigateur, c'est la première fois qu'il participe à une mission sur le Germinal. Il vient de s'engager pour 2 ans. Je voulais vraiment faire un métier sur la mer au départ, et puis j'ai pu découvrir la marine et vraiment apprendre ce côté discipline, le fait de servir son pays, c'est bien de le noter. Et puis après, tout ce que la marine propose, c'est-à-dire les escales, découvrir du pays, et puis être vraiment formé. Aujourd'hui, il découvre la vie à bord et ses conditions spartiates. Comme dormir dans une cabine exiguë de 3 mètres carrés qu'il doit partager avec 5 autres matelots. Donc là, c'est ma bannette, là où je peux récupérer une mécare et puis profiter. Mais là, vous êtes combien du coup à dormir ici? Du coup, là, on est 6. Donc une rangée de 3, puis une autre rangée de 3. On est un peu plus en communauté, quoi. Donc on est un peu plus serré, mais c'est pas plus mal au final. On essaie de se répartir un petit peu, on s'organise. Du coup, il y a une autre organisation qu'à la maison, quoi. Mais ça le fait. Pour lui, comme pour tous les marins, la vie est rythmée par les entraînements militaires, le sport et les moments de convivialité.
Les repas sont servis à heure fixe et pas question de resquiller. Il y a 2 services. Voilà, bah là c'est le premier service justement. Et puis il y a ensuite le deuxième service à 20h. Ça m'arrive des fois. Chacun son rôle, du cuisinier aux unités de combat, en passant par les jeunes recrues comme Mallory. Le Germinal peut naviguer en parfaite autonomie pendant 30 jours, sans escale. C'est vraiment sur ce bâtiment, chaque marin a un rôle à jouer, chaque marin a son importance. Ce qui est important de retenir sur un navire de guerre, c'est une ville flottante qui ne dort jamais. Vous avez, avec ses habitants, toujours tournés vers le même but, vers la même mission. Et pour remplir sa mission, il ne manque pas de munitions. On demande l'autorisation d'effectuer nos balancements locaux. Un arsenal capable d'envoyer n'importe quel navire par le fond. Des canons, des commandos d'élite disponibles 24 heures sur 24. Les moyens déployés pourraient sembler disproportionnés face aux petits bateaux des passeurs de drogue. Mais vous allez voir que la moindre victoire se remporte au prix d'un combat acharné qui peut durer plusieurs jours. Avec à l'avant-garde un atout essentiel, les hélicoptères de combat. Thibault est un as du pilotage. Très expérimenté malgré ses 33 ans, il se tient prêt à intervenir de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo. Aujourd'hui, un vent violent balaye le pont, il doit tout de même décoller. Ça peut être paradoxal, mais le vent, il aide l'hélico à voler. Donc plus il y a de vent, virtuellement, plus l'hélicoptère est léger, donc plus c'est simple, on va dire, pour nous. Le danger, après, ce qui vient avec le vent, c'est la houle, qui pour le coup peut être un peu délicate à gérer. Là, c'est un gros bateau, donc il n'y a pas normalement particulièrement d'impact. Avant chaque décollage, Thibault s'assure que sa machine est prête au combat. Car le moindre entraînement peut réserver son lot de surprises et de mauvaises rencontres. Son hélicoptère Panthère, c'est la pièce maîtresse de la chasse aux narcotrafiquants. Il peut ratisser une large zone et détecter de potentiels suspects. Plus on cherche, plus on trouve. Avec son rayon d'action de 800 km et ses radars embarqués, ce bijou d'électronique est totalement autonome dans la recherche. Thibault et ses coéquipiers peuvent donner l'alerte à tout moment. Dans l'armée, les embarcations suspectes sont appelées les mobiles. L'hélicoptère, en fait, il est capable de percer en autonome sur le bateau, c'est-à-dire de retrouver le bateau et d'aller proche de la surface avec les moyens qu'il a à bord. Son radar, sa radiosonde. On est en train de faire une percée radar dans les nuages. Mais l'exercice vient subitement de se transformer en mission d'interception. Sur le Germinal, le commandant Fang vient d'être appelé en urgence dans la salle des opérations, le cœur stratégique du navire. Là, c'est les opérations pures. C'est de là où les différents schémas tactiques sont élaborés. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnel ici qui va contrôler l'hélicoptère. Nous allons avoir les différentes fréquences qui nous permettront d'être en relation avec nos différents mobiles sur l'eau. Donc c'est ici que tout va débuter. Et ensuite tout va s'enchaîner avec chacun connaît son rôle, chacun a un rôle précis. Un nouveau Go Fast viendrait de partir du Venezuela. Une information transmise par les services de renseignements américains. Dans cette région du monde, les deux pays coopèrent constamment. Les opérateurs radars sont placés en alerte maximum. Depuis 2 heures, notre hélicoptère tourne pour essayer de détecter un contact transmis par le renseignement américain. Donc là, il vient de détecter. 0,70 degrés. Donc le mobile suspect est pas très loin de nous. Là, l'objectif maintenant, c'est de tout mettre en œuvre pour l'intercepter le plus vite possible. L'hélicoptère est toujours en l'air, il va revenir, il va ravitailler et puis après on envoie de la cavalerie. Maintenant, l'objectif, c'est d'arrêter le mobile et saisir
s'il y a une cargaison, la cargaison, et interpeller les narcotrafiquants, si ce sont des narcotrafiquants. Problème, l'hélicoptère a atteint sa capacité d'autonomie d'1h30 de vol maximum. Thibault doit revenir pour faire le plein. Un appontage périlleux sur un bateau à pleine vitesse en plein tangage. Cette manœuvre, extrêmement minutieuse et risquée, seuls quelques pilotes comme Thibault savent la réaliser. La tension est à son maximum. En avant de 15 mètres, en avant de 10 mètres, on engage, en avant de 8 mètres, en avant de 5 mètres, 3 roues, en avant de 4, 3, on est sur l'axe, en avant de 3 mètres. On est 2 mètres derrière vacciné, en avant de 2 mètres, 1 mètre, top en avant, tu peux descendre, en avant sur 1 mètre. Le Panthère est posé, le compte à rebours est lancé. Thibault doit repartir dans moins de 15 minutes s'il veut avoir une chance de localiser le Go Fast, qui file à plus de 100 km/h. Pas de quoi refroidir le pilote d'élite. Alors là, la mission qui nous a été assignée ce soir, ça va être d'aller investiguer la zone qu'on a vue tout à l'heure. Le but, c'est d'aller justement trouver le contact qui a été présenté. Donc toute la difficulté, c'est de rester bien méthodique pour être sûr d'être ce qu'on appelle étanche dans la zone, pour ne pas le laisser passer entre les mailles du filet. Là, le soleil est en train de se coucher, on a plein d'équipements pour pouvoir voir à l'extérieur la nuit, voler en sécurité, etc. C'est même mieux pour nous la nuit. C'est pas plus simple, mais on est moins vulnérable. À l'intérieur, le commandant Fang se tient prêt à lancer l'intervention en pleine nuit. Thibault donne ses dernières directives. Donc 2h30 avant de switcher la machine, on met un petit peu de carburant. Vous pouvez leur dire de mettre 600 kg s'il vous plaît. Oui, 600. Le soleil se couche, bientôt la mer sera d'encre. Le germinal se fait discret, afin de ne pas être repéré. Masquage des feux, masquage des feux. Hublot fermé et lumière rouge à l'intérieur. Comme un sous-marin, le navire passe en mode masqué. On a repéré d'abord un sillage, on l'a confirmé grâce à nos capteurs que c'est bien un Go Fast, donc c'est le type de bâtiment qu'on cherche. Voilà, donc maintenant il reste à mettre en place l'interception. C'est le plus dur commence. Thibault doit maintenant redécoller sans aucun éclairage. Seul cet officier, surnommé le chien jaune dans le jargon militaire, le guide dans la pénombre. Sur la passerelle, c'est le noir complet. Plus aucune lueur ne doit filtrer. Même fumer une cigarette est interdit. On travaille un maximum la discrétion, le plus reste tapé. Il est sans doute en train de veiller le bruit et la lumière aux alentours. Donc là, l'avantage technique qu'on a, c'est que le mobile suspect n'est pas très loin de notre position. Donc on peut environ une trentaine de kilomètres. À plus violent, il nous arrive de devoir faire plus de 100 km pour pouvoir mettre en place le dispositif et intercepter le mobile. Là, on a de la chance, il n'est pas très loin. L'hélicoptère est toujours sur zone et donc peut nous donner sa position en temps réel. Et ce qui nous laisse le temps de mettre en œuvre l'embarcation rapide. Besoin de discrétion lumineuse et les bruits, donc on reste discret sur les lumières. Très bien. Lumières éteintes, silence total. Dans la salle des opérations, les radars sont à l'affût du moindre signal. Ouais, pour 3 nautiques 5 à peu près. Une véritable partie de cache-cache qui va durer de longues heures. L'étau se resserre, mais la position des trafiquants n'est pas encore établie avec certitude. C'est désormais Clément, le chef des opérations stratégiques, qui dirige la manœuvre d'approche. C'est le travail sur zone, sur où est-ce que je vais fouiller, où est-ce que je vais chercher. On va dire, c'est la partie purement tactique, de dire je déplace un pion là, je déplace un pion à gauche ou à droite pour pouvoir mieux me placer et essayer d'aller chercher au bon endroit. Très bien. Ça peut très bien se passer en 3 heures, comme ça peut se passer en 36 heures. Le but, c'est vraiment de repérer. Et même lorsqu'on a repéré le client, il est parfois difficile de le retrouver. Donc c'est vraiment quelque chose de très fin. C'est un bateau de 12 mètres que l'on cherche au milieu de l'océan Atlantique. C'est assez rare à visualiser. Retrouver un petit bateau,
sans signal, dans la nuit et en plein océan. 85, 185. C'est comme localiser un brin d'herbe sur un terrain de football. La concentration est totale. Ok, on va faire les choses calmement. On n'est pas loin de l'objectif. On est à côté de ce qui va bien. Donc pas de problème, on pose le jeu. Ok, donc les messages ils doivent partir à l'heure. La position, il faut la réactiver à 40, 6 nœuds. Et le reste, on est bon. Toujours aucune trace du Go Fast sur les radars. Quand soudain, l'hélicoptère détecte enfin le bateau suspect. La partie est pourtant loin d'être terminée. De commandant, tu fais route au 230, 230, faible vitesse. On va essayer de le détecter au radar. Après plusieurs heures de traque, l'équipage doit se rendre à l'évidence. Le Go Fast a de nouveau disparu. À court de carburant, Thibault doit rentrer. Il faudra 7 jours au Germinal pour retrouver sa trace sur les radars. Est-ce le même bateau ou un autre? Peu importe. L'interpellation est déclenchée, 2 jours cette fois. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accompagner les commandos. Ce sont eux qui filment ces images. Il y a 3 possibilités, mais soit on arrive à la remonter sur la PLH, c'est le plus simple. Dans ces ballots étanches, des centaines de kilos de cannabis qu'il faut maintenant convoyer à bord du Germinal. L'équipage du bateau vénézuélien est escorté pour être détenu à fond de cale. La plupart du temps, ce sont de simples pêcheurs qui tentent le gros coup ou qui agissent sous la menace des gangs armés. Ils risquent 10 ans de prison. Après 2 jours de navigation, c'est à Fort-de-France, en Martinique, que ces hommes et leurs marchandises sont débarqués. Pas de cocaïne, mais du cannabis dans ces énormes sacs. 560 kilos au total. Après plusieurs jours de traque, une belle récompense pour le commandant Fang. Nous avons mis en place un dispositif tactique qui a pu capturer cette petite aiguille au milieu d'une énorme botte de foin, aiguille très mobile. Et donc nous avons pu saisir plus d'une demi-tonne de stupéfiants et interpeller 7 présumés narcotrafiquants. Là, ce qu'on peut voir actuellement, c'est la pesée de la cargaison et l'interrogation est réalisée par l'OFAST et présumé narcotrafiquant. Le cannabis, c'est le deuxième stupéfiant qui circule le plus dans les Antilles. Et ce n'est pas par hasard. Sur cette autoroute de la drogue, les 2 substances font l'objet d'un étonnant trafic. Cela peut surprendre, mais ici en Martinique, 1 kilo d'herbe qui a traversé l'Atlantique a la même valeur marchande qu'1 kilo de cocaïne venue d'Amérique du Sud. Les trafiquants s'en servent comme monnaie d'échange. Retour à Fort-de-France, au quartier général de l'Office anti-stupéfiants, où sont stockées toutes les drogues saisies, afin d'établir les procédures judiciaires. Jonathan a rejoint cette brigade il y a quelques semaines. Ces dernières prises, de la cocaïne, mais aussi de plus en plus de cannabis. La résine de cannabis étant importée d'Europe, et plus particulièrement de métropole, on va dire les trafiquants, à partir du moment où ils ont de la résine de cannabis, ils échangent avec de la cocaïne. Il faut savoir que le prix de la résine de cannabis, arrivé en Martinique, est aussi cher que le prix d'un kilo de cocaïne. 1 kilo dans un colis, 6 000 € ici, arrivé en métropole, on va dire 30 000 €. 30 000 € qu'on peut recouper. En plus, c'est assez facile parce que déjà la matière, elle est déjà égrenée. Donc on peut faire 45 000 € facile avec ce produit-là. Mais le voyage est loin d'être terminé pour la précieuse poudre blanche. Une fois arrivé aux Antilles, la cocaïne pure doit repartir par la mer jusqu'en Europe ou par avion. C'est pour cela que les autorités françaises surveillent également l'aéroport et ses vols transatlantiques, comme le lait sur le feu. Ce matin,
Jonathan vient de recevoir ces 2 boudins, remplis de poudre blanche, emballés dans des préservatifs. Ils étaient dissimulés dans le vagin de 2 jeunes femmes qui s'apprêtaient à prendre l'avion pour Paris. Donc ceux-là, forcément, sont assez conséquents, puisque sur 2 boudins, on a 500 grammes de cocaïne. Donc il y avait 2 mules. Donc pour ces 2 mules, chacune avait entre 220 grammes et 280 grammes dans le corps. Jonathan va désormais tester la poudre que transportaient les jeunes femmes, qu'on appelle des mules. Donc là, effectivement, la marchandise ressemble à de la cocaïne. Donc on prend un test cocaïne-crack. Et si ça bleuit, c'est de la cocaïne. C'est immédiat. Donc là, quelque part, c'est qu'il est très concentré en cocaïne. L'OFAST réalise 6 à 9 gardes à vue de mules chaque semaine. Majoritairement des femmes très jeunes, issues de quartiers défavorisés, recrutées ici sur place ou qui font l'aller-retour depuis la métropole. Pour presque rien, elles risquent la prison et surtout leur vie. C'est des préservatifs. C'est emballé dans du latex. Le latex est perméable à la cocaïne, donc ça veut dire que si effectivement le latex pète et que le corps se retrouve au niveau des muqueuses au contact de la cocaïne, oui, forcément, elles peuvent en mourir. Oui. Bien sûr, elles peuvent faire une overdose. Sachant que le vol dure à peu près 8 heures, effectivement, avant de trouver un hôpital au-dessus de l'Atlantique, ça a des conséquences très très graves. Ouais. Ça peut avoir des conséquences graves, pour quelques centaines d'euros. Comme en 2016 pour Livia. Cette jeune Martiniquaise de 21 ans décède d'une overdose lors d'un vol qui relie Fort-de-France à Paris-Orly, alors qu'elle avait avalé plusieurs boulettes de cocaïne. Après avoir passé 96 heures en garde à vue, les 2 jeunes femmes attendent leur jugement et risquent 10 ans de prison. Une vie gâchée pour ces mules, qui acceptent souvent d'opérer sous la menace des dealers et des gangs armés. Et ce n'est pas le seul phénomène qui inquiète. Car les Antilles ne sont pas seulement une plaque tournante du trafic international de la drogue. Si un tiers de la cocaïne produite en Amérique du Sud est envoyée en Europe, une partie est consommée sur place et fait des ravages. Derrière l'image paradisiaque et touristique des îles françaises se cache une autre réalité. Ici, on compte 2 fois plus de chômage qu'en métropole. Et depuis la crise du Covid, un grand nombre de Guadeloupéens ont perdu leur emploi. À quelques kilomètres du centre-ville de Pointe-à-Pitre, la cité Henri IV. Dans ce quartier, le taux de chômage des jeunes frôle les 50%, un concentré de misère. Ces barres d'immeubles délabrés, c'est le triste décor où des gangs s'affrontent pour contrôler le marché d'une drogue dévastatrice, le crack. Des caïds ont mis ces logements insalubres en coupe réglée. L'un d'entre eux a accepté de nous ouvrir sa porte. Nous l'appellerons Diego. À 35 ans, il sort tout juste de prison pour trafic de drogue et porte un bracelet électronique. C'est l'un des plus puissants dealers du quartier et il aime que tout le monde le sache. À moi tout seul, je peux éradiquer un quartier. À moi tout seul. J'éradique un putain de quartier. À moi tout seul. Ça, j'aime ça, moi. Moi, c'est ça. Moi, j'aime ça, moi. C'est pas tous d'avoir l'arme. Il faut avoir le cœur, les couilles pour tirer. Détenir ce pistolet automatique est interdit. Il dit l'avoir acheté 200 € à un ami. Ça, c'est ton meilleur ami, ça. Maintenant, au Guadeloupe, ça, c'est ton meilleur ami, ça. Ça, maintenant, c'est devenu banal, hein. Ça, c'est un automatique. Tu l'enclenches, ça, c'est auto, bla, 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 bla. Si je veux respecter mon business, c'est comme ça peut passer comme ça en vrille, là. Sans remords. Et c'est tout. J'ai une équipe. C'est une famille. C'est à partir de cocaïne, importée d'Amérique du Sud, qu'il fabrique la drogue qu'il écoule dans son quartier. Là, il y a 400 grammes. Là. Il y a 400 grammes. Là. C'est à peu près pour, on dira, 5 000 €. Mélangée à du bicarbonate de soude, la cocaïne se transforme en crack. Une drogue
extrêmement addictive. C'est l'une des substances illégales les plus nocives pour l'homme. Vendu 10 € la dose dans la rue, ce crack bon marché, surnommé La Roche, rend aussitôt accro. Mais Diego ne semble pas se soucier des dégâts irréparables qu'il provoque. Il s'en amuse même. Venez, ambition là! Ici, c'est la Zombieland. C'est là, il fume tu connais, du crack, tu vois. C'est la drogue dure, c'est là, ça se donne. Le code a changé. Ouais, c'est ici. C'est ça qui veut de la roche. C'est toute l'année, c'est ça qui fume. Voilà. Quand tu fumes ça, tu deviens zombie. La crack. Oui. Diego et son gang nous invitent à les suivre. On descend. Ils se sont imposés dans le trafic local grâce à la violence. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous à l'extérieur de la ville pour récupérer de la marchandise fraîchement débarquée. Durant le trajet, la tension est palpable. Une demi-heure de conduite au ralenti, échange de SMS. C'est un gros deal qui attend Diego. Entre ses mains, plus de 9 000 €. J'ai fait énormément d'argent, mais vous ne savez pas combien. Cet argent sale issu du trafic de drogue, c'est aussi le salaire de la peur. Mais c'est là que j'ai occupé le truc, là. Le momento. La transaction va se dérouler dans cet immeuble délabré. Les dealers ont rendez-vous dans une cage d'escalier avec des contacts, eux aussi armés. Nous les attendons à l'extérieur. Ils réapparaissent quelques minutes plus tard. Certains se sont cagoulés, car la police patrouille actuellement dans le quartier. Pourtant, une certaine euphorie s'empare de Diego et de ses hommes de main. Ils viennent de récupérer 1 kg d'herbe de cannabis et quelques grammes de cocaïne pour leur consommation personnelle. Oui, ça c'est l'herbe. Ouais, le keuf veut passer, c'est chaud. Lâchez ça. Lâchez ça. Lâchez ça. Là, c'est, tu vois, ça c'est la rue, il y a la cam, il y a tout. C'est toute l'année. C'est dehors. Arraché. Bon, on est là, venez visiter le pays. Spécialité. Diego doit maintenant cacher l'herbe en lieu sûr. Car ce soir, il a prévu d'échanger ce kilo de cannabis contre 1 kilo de cocaïne pour fabriquer son crack. Ici, ces drogues ont à peu près la même valeur et s'échangent au poids. Il y a 1 kilo par rapport à ce que j'entends de cocaïne. Vu que mon ami a besoin de 2 kilos, donc je venais refourguer le kilo, tout simplement. Une fois l'euphorie passée, le dealer semble tout de même faire preuve de lucidité. Déjà arrêté plusieurs fois, il est parfaitement conscient de risquer 30 ans de prison. Moi, je me dis que si l'argent de face, c'est pas facile du tout. C'est quand tu réfléchis. Quand tu réfléchis, le nombre de risques que tu prends, le nombre de risques que tu prends, pour l'argent que tu fais, pour le nombre d'années que tu risques de passer en prison. Tu vois, pour moi, c'est pas de l'argent facile. C'est pas une fierté, hein. C'est pas une fierté du tout, bon. Comme ce qui me fait arrêter, la mort. Tant que je pourrais le faire, je le ferai. C'est pour éviter que la France, dans ses îles ou sa métropole, ne soit inondée de drogue, que l'État mobilise 2 frégates en permanence dans la mer des Caraïbes. Retour à bord du Germinal. Après 2 semaines de mission, la vie de la frégate est toujours rythmée par ses rituels immuables.
notamment la cérémonie du réveil, surnommée le branle-bas. On met une musique en fait pour réveiller tout le bateau et vu qu'on est en mer, et voilà, on le fait en musique histoire que tout le monde se réveille un petit peu du bon pied. C'est toujours la même heure, c'est à 7h45 le matin. C'est alors une petite ville qui se réveille comme un seul homme. Et aucune place à l'improvisation. On leur donne le programme de la journée, les anniversaires et on souhaite à tous une bonne journée. Communication de la passerelle. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 3 mai, jour de la liberté de la presse, et nous fêtons les Philippes. On les applaudit également aujourd'hui. Au programme de ce matin, nous effectuerons après l'appel à un Securex 4. À midi, une séance de tir PLH pour le détachement commando. Et cet après-midi, le Panther réalisera une séance de treuillage et de SCA tag, suivie d'un Securex crash avia et d'un point fixe. Ce soir, l'hélicoptère redécollera pour une surmare. Toutes les équipes de car vous souhaitent une bonne journée. Fin de communication. Ça rythme la journée, comme ça tout le monde est au courant. Il n'y a pas de loupé sur les différents exercices. Et tout le monde peut organiser son programme en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui. Parmi les marins qui se lèvent tôt, il y a Jérémy, le boulanger du bateau. À 24 ans, c'est sa deuxième mission sur le Germinal. 15 kilos pour le matin et le midi, et le soir je rajoute 5 kilos en appoint s'il manque. Je fais des pains spéciaux, des pains en céréales, des pains fromage lardon. Parce que c'est vrai que d'abord la nourriture est importante. C'est intéressant de voir que à travers la nourriture, les gens sont contents, quoi. Un poste clé pour le moral des troupes. Là, on va laisser reposer un petit peu. Et je pense que je vais pouvoir mettre les autres, d'ailleurs. Vu que la place est limitée, comme tous les marins, Jérémy a plusieurs casquettes. Quand il n'est pas au fourneau, il occupe les postes de brancardier et de tireur de canon. Ça coince? Non, ça ira, ça ira. C'est un canon 20 mm. Ça fait du 200 coups minutes. Et là, c'est un entraînement sur des cibles CA, c'est tir cible aérienne. Donc, ils vont imiter des ballons, ils vont mettre des ballons radarisables, comme ça le central opération il peut les détecter aussi. Et ça nous fait des exercices comme ça. À bord d'un navire de guerre, chaque matelot doit savoir manier les armes. C'est le secteur 4 paramanœuvré. C'est le secteur 4, on tire sur le missile ou pas? Alors, optique! Balance tout! Allez! Alors, optique sur le missile! Mais encore une fois, le quotidien va vite laisser place à l'action. C'est parti pour une nouvelle alerte. Alors que le Germinal s'approche des côtes colombiennes, les radars viennent de repérer un bateau suspect à quelques kilomètres. Le lieutenant de vaisseau Clément est à nouveau sur les dents. Et bonne chasse. Petit briefing de situation sur la situation en renseignement sur zone et sur les prochaines activités qui pourraient se déclencher au coup de sifflet. Donc tout d'abord, vous avez vu, on a une 120aine de nautiques de la côte sud, de laquelle on a reçu un renseignement avec un possible départ de Go Fast à 11h du matin. Je vous propose l'airplan suivant pour le Panther et pour notre hélicoptère. Un airplan qui permet de travailler en entonnoir. Il y a deux options de ralliement, à l'est, à l'ouest, mais il y a aussi cette petite chance qu'on trouve justement le facteur, le Go Fast, le petit point
l'aiguille dans la botte de foin et derrière, on déclenche à vitesse grand V. Le but, c'est d'être paré à partir au coup de sifflet. Après des semaines passées en mer, à répéter les mêmes actions, la technique est désormais parfaitement rodée. Pendant la durée de notre tournage sur le Germinal et le Ventose, les opérateurs radars ont identifié 5 bateaux suspects. Autant de mises à l'eau pour Jérémy et les forces spéciales des commandos marines. Ils ont multiplié les missions sans le moindre incident ou blessé. Malgré parfois des conditions météo agitées. Quant à Thibaut, le pilote du Panthère, il a enchaîné les rotations depuis le Germinal. Plus de 45 heures de vol au total, à scruter l'horizon et fondre sur le moindre bateau suspect. Un acharnement quotidien et des moyens considérables. Car la France est bien décidée à mener cette guerre aux narcotrafiquants à tout prix. Et les efforts déployés se révèlent parfois payants. Comme lors de ce coup de filet en janvier 2021, au sud de la Martinique, près de l'île de la Barbade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 2 embarcations commando de la marine française encerclent ce bateau de pêche vénézuélien. Encore une tapouille, soupçonnée de transporter une grosse cargaison de cocaïne. La mer est démontée, plusieurs approches sont nécessaires avant de parvenir à prendre le contrôle du bateau. Enlève le bout. Ce jour-là, la marine française va faire une découverte exceptionnelle. Nous en sommes à bientôt 100 ballots sortis, 100 ballots de cocaïne. À l'intérieur de la cale, des ballots de 25 kilos, tous chargés de cocaïne. Les militaires vont en découvrir 177 au total, soit 4 tonnes de 100 kilos. Valeur estimée, 130 millions d'euros. C'est la deuxième plus grosse saisie de l'histoire de la marine, du jamais vu depuis 10 ans dans cette zone. La prise est telle que tout l'équipage doit former une chaîne humaine pour acheminer la cargaison. Direction Lofast pour un dernier voyage pas vraiment prévu au programme par les barons de la drogue. Ce matin, à l'office anti-stupéfiants, c'est une opération à très haut risque qui se prépare. Adrien appartient à une autre unité spéciale, le GAO, le groupe d'action opérationnelle. Ça va bien ? Et j'ai pas les moteurs. Ce commandant de police est en charge d'organiser un convoi plutôt exceptionnel. La drogue, stockée depuis plusieurs mois, part à la destruction dans un lieu tenu secret. Adrien est sur ses gardes, car il le sait, les trafiquants de drogue pourraient être tentés de récupérer ce que l'armée française leur a subtilisé. Ok, c'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour les porteurs ? Les gars, vous pouvez commencer à vous mettre en place ? Ça représente quand même des saisies qui ne datent pas de très longtemps. C'est accumulé sur seulement quelques semaines, quelques mois, et il faut le faire régulièrement. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, de valeur aux yeux des narcotrafiquants. Ils sont prêts à tout, tant pour les récupérer auprès de leurs fournisseurs, mais pourquoi pas éventuellement attaquer un jour un fourgon et un convoi de police. Donc on doit être prêt à répondre à toute forme d'attaque et surtout les anticiper.
On a un assortiment un petit peu de tout. On a de la cocaïne, environ, on a plus d'une tonne, je ne vais pas vous annoncer les quantités exactes, mais il y a plus d'une tonne de cocaïne. On a plusieurs centaines de kilos de résine de cannabis et plusieurs centaines de kilos aussi d'herbe de cannabis. Donc voilà, on profite de cette opération très sécurisée pour transporter l'ensemble en une seule cargaison et mettre un maximum de protection autour de tout ça. 1,5 tonnes, cela peut paraître beaucoup. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce qui est saisi aux Antilles chaque année. Voilà, c'est essentiellement un chargement de cocaïne. Hein. Pour ça, on voit la forme caractéristique des ballots qui ont été sécurisés pour un transport en mer avec la cardelette. C'est le conditionnement, pas parfait, mais typique des narcotrafiquants colombiens qui mettent à disposition des Vénézuéliens et ensuite qui embarquent par GoFast. Ça, c'est un chargement de GoFast. Après plusieurs heures de préparation, le convoi peut démarrer, sous très haute surveillance. Ouais, c'est suivi, Foxtrot, c'est suivi pour la fin de cortège. Départ du convoi. Une grosse vingtaine d'hommes de visibles avec des moyens en véhicule important évidemment. L'armement va en conséquence. La valeur marchande en métropole, on est à plus de 40 millions d'euros qui sont transportés dans les véhicules devant vous. Donc évidemment, ça peut intéresser quelques professionnels. Après 20 minutes de route, le convoi arrive sans encombre à destination. C'est le collègue là qui va s'occuper de gérer les chargements, d'accord? Ok, Ramsès, tu restes là? Ouais, parle Victor, parle, j'écoute. Très sincèrement, c'est une destruction massive de cette sorte-là. Ça se compte sur les doigts d'une main. On a différentes méthodes pour varier les destructions, évidemment, pour ne pas avoir une routine, ne pas procéder toujours de la même manière. Donc on a plusieurs méthodes pour détruire. Il est hors de question que même 1 kilo puisse repartir sur le marché. Évidemment, on se donne énormément de mal à l'OFAST, que ce soit de 100 grammes à 10 tonnes de cocaïne qu'on va traquer, pour ne pas prendre le risque que la moindre miette de marchandises puisse repartir sur le chemin. Donc tout est sécurisé, contrôlé, vérifié sur l'ensemble de la chaîne et on ne laisse pas de place à l'erreur. À tous les chefs d'escorte, vous vérifiez les camions au complet et faites un point, reçu. Allez, Victor de Charlie, on est prêt pour envoyer le premier bac, reçu. C'est ici, à l'abri des regards, que des millions d'euros vont partir en fumée. Donc ici, on va voir les bacs qui se déchargent et qui tombent dans le four. Donc un four à haute température, 1000 degrés, ça laisse place à aucune conservation de marchandises, évidemment, tout est absolument détruit. Ça prend très longtemps. Donc on est là en sécurisation le temps complet de la manœuvre. Donc là, on voit le produit qui se déverse, petite quantité, et ça va être recouvert donc, par un grappin de déchets qui va venir recouvrir totalement la marchandise à brûler. Autant de drogue qui ne se retrouvera jamais entre les mains des dealers et des consommateurs en France et dans toute l'Europe. Une petite victoire pour les policiers de l'OFAST et l'armée française. Grâce à leur travail quotidien dans la mer des Antilles, les saisies ont augmenté de 25% en 1 an.